Bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live. Je me présente rapidement, Julie Mlechko, je suis rédactrice en chef à Studirama et je suis accompagnée ce soir de monsieur Jean-Jacques Sarfati qui est professeur de philosophie au lycée, mais vous êtes également chargé de cours à Paris-Dauphine. Donc là, l'idée du Facebook Live, évidemment, c'est de donner un peu les derniers conseils. Dans 2 jours, c'est l'épreuve de la philo au bac 2018. Bien sûr, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez à notre professeur par le biais des commentaires. Je me chargerai de lui faire passer le message. En attendant, là tout de suite, c'est quoi les derniers conseils? Vous êtes professeur depuis longtemps, vous avez passé plusieurs bacs, vous êtes correcteur de copies. Quel est le conseil que là vous donnez à J-2, à tous les étudiants qui sont un peu en stress, il faut le dire? Alors donc tous les ans, mon terminal. Alors donc le premier conseil vraiment que je veux leur donner, il faut là maintenant, c'est dans 2 jours, donc bon, encore demain faire quelques petites révisions, mais alors dimanche se reposer, se déstresser, il faut arriver cool, tranquille, calme, maintenant arriver tranquille et reposer pour l'épreuve. Parce que ça c'est toujours facile à dire finalement, soyez calme, soyez zen, nous-mêmes on l'écrit dans nos articles, mais c'est pas toujours évident, on a cette angoisse de la copie, mais si je dis pas de bêtises, moi dans mes souvenirs, une fois que le sujet arrive sur la table, le stress redescend en fait, ça y est on y est et on doit y aller, non? Oui, c'est vrai que de toute façon, alors si l'élève est quand même bien entraîné, plus l'élève est entraîné, plus il arrive à se mettre rapidement dans la copie et dans le sujet. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il peut oublier le stress. Néanmoins, à la longue, je dirais, l'épreuve par exemple dure 4 heures et puis le baccalauréat dure plus longtemps en elle-même, l'épreuve en elle-même est plus longue. Donc quand même, malgré tout, penser à prendre soin de soi. Penser à ne pas non plus vouloir aller au-delà de ses limites. Ça reste quand même une épreuve qui sanctionne toute une année en quelque sorte. Donc moi je pense quand même que c'est vrai. D'autre il y a une injonction contradictoire à dire à quelqu'un ne soyez pas stressé. Et puis en plus on leur parle de sanctions. Là on vient de dire sanctionne, mais c'est pas vraiment le mot. Je pense que c'est un challenge finalement. Mais c'est vrai que certains voient ça comme un coup près. Et là vous leur dites que finalement c'est pas ça. Il faut pas voir ça comme ça, que ce soit le bac en général ou l'épreuve de philo finalement. Oui, non, c'est vrai. Le mot sanctionner est peut-être inadapté. C'est dans l'idée ici de contrôler en quelque sorte une partie du travail qui a été fait pendant l'année en quelque sorte. Alors on a Alexandra qui nous dit regardez ce live me stresse encore plus. Mais non Alexandra, ça va aller. Alors on a pas mal de questions, on va essayer d'y répondre. Ça la stresse parce que justement ça lui rappelle à mon avis que elle le dit pas, mais ça doit faire 2 jours. C'est dans 2 jours le bac et je pense que c'est ça qui la stresse. Alors ce qui est important quand même, c'est au moins l'objectif, c'est que ça lui fasse prendre conscience quand même malgré tout de l'épreuve et qu'il faut s'y préparer un petit peu. On va essayer justement, puisque ça y est, on a des questions assez intéressantes. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints là. Comment trouver, alors Zenep, bonsoir, comment trouver le thème et la thèse d'un texte? Alors trouver, ça veut dire finalement pas faire de hors-sujet, j'imagine. Comment on trouve le cœur, on en parlait hors caméra, le cœur d'un thème et la thèse? C'est une très bonne question. Je crois que d'abord ce qu'il faut faire, c'est il faut lire plusieurs fois le texte ligne par ligne. Et alors le conseil que je donne à notre interlocuteur, notre jeune interlocuteur, mais également à tous ceux qui nous écoutent, c'est en fait pour le texte de lire et de chercher à comprendre la première phrase et la dernière. Parce que la première phrase et la dernière cadrent en quelque sorte le thème, le problème du texte. La peur qu'ont souvent les élèves, c'est le hors-sujet. Alors je dirais que ça peut les rassurer de chercher dans un premier temps à bien comprendre le début et la fin. Le début pose le problème, la question, le thème. La fin donne malgré tout la réponse de l'auteur. Ensuite, numéroter chaque ligne du texte et au brouillon, parce que le brouillon est un moment très important, indispensable, au brouillon, reformuler chacune des phrases du texte. Ensuite, il faut procéder, parce que la question est très profonde en même temps, parce que après il faut procéder. C'est tout le but de cet exercice finalement, c'est comment faire sortir l'essentiel d'un texte. Alors en fait l'essentiel ne sort qu'à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a vraiment approfondi de manière, on a fait une lecture vraiment approfondie du texte. Ça n'est vraiment là que sort, comme j'utilisais tout à l'heure la métaphore de la coquille de noix, c'est là vraiment qu'on a cassé la coquille de la noix pour rentrer dans le cœur du texte. Donc, alors, ligne par ligne, donc au brouillon, on
donc on reformule les thèmes. Ensuite, on essaie de repérer les grandes parties, parce que chaque auteur, ces auteurs en fait sont des auteurs qui procèdent toujours de manière très logique, hein. Leurs thèses sont extrêmement structurées, et donc essayer de déterminer le plan utilisé par l'auteur, hein. Alors ça doit intéresser Justine aussi finalement, puisqu'elle demande pour la dissertation, sujet 1 et 2, comment éviter le hors-sujet. Ça c'est la grosse angoisse finalement que vous avez tous, futurs bacheliers je l'espère, c'est comment en effet on se plante pas de sujet. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ça c'est vraiment... Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment une problématique qui les interpelle beaucoup, ça, cette question du hors-sujet. En fait, en réalité, ils sont rarement hors-sujet. C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est que ils ont, pour la dissertation, mais aussi pour l'explication de texte, ils ont de très bonnes idées, mais ils ne les développent pas assez, ils ne les ouvrent pas assez, hein. Et c'est ça, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de les amener à l'ouverture, de les amener à s'ouvrir, de les amener à s'exprimer, de les amener à être eux-mêmes, de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir, d'ouvrir leurs pensées, et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de ce qu'ils pensent. Mais en suivant ce conseil, finalement, je pense que c'est ce qu'ils doivent se dire, c'est qu'ils ont la possibilité de se laisser aller, du coup, voilà, mais d'être à côté du sujet. Et ça, finalement, c'est difficile de savoir si on est dedans ou si on n'est pas dedans, puisqu'on est convaincu. Ouais, quand on écrit et qu'on est convaincu. Ouais, et finalement, en vous écoutant, d'ailleurs, je vous en remercie, parce que finalement, j'ai eu peut-être une réponse à cette peur. Vous savez, il y a une autre peur qui existe en philosophie, qui est une sorte de fake news, qui existe sur la philosophie, qui est celle sur laquelle c'est une matière où le correcteur vous note bien si vous pensez comme lui. Ça, vraiment, il y a de tout chez les professeurs de philosophie, et je crois que tous les professeurs de philosophie de ce pays sont vraiment formés à une chose. Faites bien de le dire. Bah oui, parce que c'est vraiment, ils sont formés à écouter la pensée de l'autre. Et même à la limite, ils vont pas tellement apprécier quelqu'un qui n'ose pas exprimer sa pensée. Donc ça, il faut vraiment tordre le cou à cette idée, hein. Il n'y a pas du tout de correcteur qui va nous corriger parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Au contraire, hein, l'objectif, c'est justement, lui il veut apprendre, hein. C'est quelqu'un de curieux, souvent un professeur de philosophie, et il a envie d'apprendre, il a envie de connaître, et d'ailleurs parfois vraiment on lit des copies. Moi d'ailleurs un jour j'aimerais bien faire en sorte les perles, on parle toujours des perles du bac, moi j'aimerais bien qu'il y ait des vraies perles du bac, et j'aimerais vraiment qu'on les fasse ressortir, parce qu'il y a de vraies perles. Qu'on arrête de se moquer d'eux, voilà, qu'on arrête de se moquer d'eux, et vraiment qu'on voit vraiment, justement, il y a vraiment beaucoup de perles dans leur copie. Alors donc encore une fois, la peur du hors-sujet, moi je crois que ça fait partie de ces fake news aussi, c'est-à-dire c'est lié. Je m'explique rapidement, j'espère qu'on me suit là. Il y a du monde, il y a beaucoup de questions. Bon, d'accord. Hein. Voilà, d'accord, très bien. Non, mais ce que je veux dire ici, c'est que justement, la peur du hors-sujet, elle est un petit peu identique à cette peur d'être corrigé par quelqu'un qui va pas être d'accord avec nous, qui va nous sanctionner. Hein, corrigé dans le mauvais sens du terme. Hein, voilà. Donc, ils sont rarement hors sujet. Par contre, peut-être, ils ne voient pas que les questions qu'on vous pose sont, comme on dit, ouvertes. Elles ne sont pas fermées. C'est-à-dire que, comme précisément, elle donne l'exemple, on veut que vous vous ouvriez, les questions sont ouvertes. Et donc, justement, elles peuvent s'entendre de plusieurs manières, les questions qui vous sont posées. Hein, les termes sont, en français, polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. Et donc, la question peut se voir sous plusieurs angles. L'idéal, c'est que nos Facebookers, je sais pas comment les appeler, nos auditeurs, je sais pas comment les appeler. Nos fans, ouais. En tout cas, donc l'idéal, c'est qu'ils aient en fait, tout à l'heure, là, en off, je ne sais pas si on était enregistré ou pas, mais on se disait que je suis plutôt un partisan d'un soi multiple, c'est-à-dire en fait l'individu est pluriel. Et donc je dirais que ici eux-mêmes sont pluriels. Donc s'ils voient le sujet dans sa pluralité, eh bien ils iront plus dans l'analyse d'eux-mêmes. Et ensuite qu'ils fassent une synthèse de cette pluralité. Je ne sais pas s'ils me suivent toujours, là j'ai l'impression que j'ai peut-être fait trop le prof de philo là ou pas. Alors, ça tombe bien parce que vous êtes prof de philosophie, Monsieur Sarfati. Ce soir, vous êtes avec nous pour répondre à des questions. J'en ai plein. N'hésitez pas à les poser. Je promets pas qu'on répondra à toutes, mais promis, on essaye. Y a quelque chose qui revient beaucoup là. Justine, Valentine, qui demande comment on gère les 4 heures. Finalement, 4 heures d'épreuve de philo, ça paraît un peu long. Certains finissent souvent avant. Ils se disent c'est que j'ai mal géré quelque chose. Comment vous pensez qu'on gère ces 4 heures? Le brouillon, est-ce que ça fait partie de ces 4 heures? Comment ça se passe? Combien de temps on y consacre? Voilà. C'est un peu des questions mêlées. Mais super question, Justine et Valentine. Alors donc ça c'est exactement, c'est une question très importante. Les 4 heures, c'est pas par hasard. Hein. On en parlait tout à l'heure.
4 heures, comme il y a 4 trimestres dans l'année. Ah bon, il y a 4 trimestres? Ben oui, il y a 4 trimestres parce qu'il y a 3 trimestres et le trimestre de révision. Donc il y a... Le 4e, c'est le trimestre de révision. Oui, le trimestre de révision. Ah oui, il n'y a pas 3 mois. Vous êtes en plein dedans. Voilà, donc là vous êtes vraiment dans le moment de révision. Donc là, donc 4 heures pour 4 moments dans la dissertation. Hein. Premier moment, le moment du choix du sujet, extrêmement important. Ne partez pas avec l'idée « Oh bah tiens, moi finalement je suis bon ». Je suis bonne que dans l'explication de texte. Non, tu ne dois pas avoir de préjugés de ce type. Hein. Donc tu prends le temps de lire les sujets. À la limite, dans l'idéal, moi c'est le conseil que je donne toujours à mes élèves, tu sois capable en 5 minutes, 10 minutes, de voir tout ce que tu es capable de dire, tout ce que tu as envie de dire sur chacun des sujets. Ensuite, tu te relis et tu te dis, bah non, bah, finalement, celui dont je suis le plus proche, un peu comme finalement cette année, tu étais à l'école et puis tu étais dans une classe avec des camarades et puis il y en a un dont tu étais plus proche. Hein. Et ben donc tu vas vers celui qui est le plus proche, c'est à lui que tu vas le plus te confier, c'est avec lui que tu vas être le plus profond, c'est avec lui que tu vas le plus t'ouvrir. Donc premier moment, le temps du choix du sujet, extrêmement important, 30 minutes à peu près. Ensuite, 1h30 du brouillon, très important ensuite. Hein. Ensuite, 1h30 à peu près, voire un peu plus, 1h45 dans la rédaction. Hein, très important, puisque là, c'est le moment où le brouillon, c'est justement, Julie, vous disiez tout à l'heure, on se lâche, oui, mais dans le brouillon, on peut se lâcher. Hein, oui, ça sert à ça, et puis finalement, ça permet d'y voir plus clair, je pense. Voilà, et c'est le moment où justement, on a le droit à son intimité, on a le droit à ce moment pour soi. Hein. Donc le brouillon, c'est le moment pour soi, c'est le moment où on peut dire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on ne remet jamais le brouillon, justement, c'est voulu, hein, c'est le côté qu'on garde pour soi. Donc le brouillon, mais très important, ce qu'on garde pour soi. Ensuite, ce qu'on donne à l'autre. Troisième moment, là c'est le moment de la rédaction, extrêmement important. On n'est pas pareil avec soi qu'avec l'autre. L'autre nécessite d'autres égards, d'autres précautions, etc. Et enfin, dernier moment, le moment de la relecture, à peu près 10 minutes. Bon alors maintenant attention, ce que je dis est à nuancer, comme tout. Chacun doit aussi adapter en fonction de son caractère et de sa nature. Oui, parce que là, je vois des gens qui, ça correspond exactement à ce que vous dites, c'est combien de temps on accorde à chaque partie. Mais finalement, là, vous avez donné des grands axes, mais on sait très bien que chacun est différent et travaille différemment. Mais par contre, il y a un conseil que je peux donner à nos auditeurs. Moi, c'était ce que je faisais quand je passais les concours, où je m'inscrivais sur la feuille de brouillon. D'abord, premièrement, ça c'était un conseil que m'avait donné mon professeur de philosophie, je m'en souviens encore, et je le donne toujours à mes élèves. Tu écris le sujet. Alors si tu choisis la dissertation, on se tutoie, hein, mais, non mais donc je parle à. Bien sûr. Donc ils sont jeunes, donc on peut tutoyer. Et donc tu écris le sujet. En gros, sur la feuille, celui que tu as choisi, c'est ton choix, c'est toi, c'est ta préférence. Il y a Julien Clerc. Ici donc là, eh bien là tu le mets là tout le temps, là en face de toi et tu ne l'oublies jamais. Hein, là, pour pas s'en écarter. Jamais s'en écarter, parce que le problème de la pensée, le problème de la philosophie, c'est comme on parlait d'Edouard Baird tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, on a tendance parfois à, c'est aussi ça le plaisir, s'échapper, voilà, aller trop loin. Donc là, hop, tu reviens à, je me souviens plus quelle était la question qu'on posait à Edouard Baird, c'est dans le film de Cléopâtre, là. On pose une question, et puis voilà. C'était des proches, on disait, un prof de philo, finalement, tu lui poses la question, tu as oublié la réponse. C'est faux. Non, c'est faux, au contraire. Parle trop. Non, c'est faux. Le prof de philo, au contraire, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais la question qu'on lui a posée. Alors donc, là, ne jamais quelque chose... oublier la question qu'on t'a posée. Merci pour la précision. Ouais. J'ai Luna, j'ai Chloé qui insistent sur le paradoxe. Comment on trouve le paradoxe? Un paradoxe est-il obligatoire ou la reformulation du sujet suffit dans certains cas? Voilà, c'est une question, ils sont plusieurs à l'avoir posée, cette question du paradoxe. On peut revenir un petit peu dessus? Vous avez raison, Julie, c'est une question importante. Alors, je pense qu'il parle plutôt du problème. Enfin, nous, on appelle la problématique, hein. Mais qu'on peut, pourquoi pas appeler paradoxe. Pourquoi c'est si important? Parce que, d'abord, premièrement, je dis toujours, il y a un sujet, le sujet c'est celui qu'on vous donne, celui qui vous est imposé, on est à l'école, bon, on vous impose un sujet. Là, il sera national, tous les élèves de telle série plancheront sur tel sujet. Encore une fois, il y a un choix malgré tout. Mais ensuite, une fois que tu as choisi le sujet, il y a un sujet, par contre, il y a autant de problématiques qu'il y a d'élèves. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je dis, c'est-à-dire que la problématique, c'est vraiment personnel. Voilà, en quoi... La voix à sa manière, donc... Voilà, et c'est ça, qu'est-ce qui te fait problème dans la question? Qu'est-ce qui fait que, justement, on te donne 4 heures, voire plus, à titre personnel, moi j'ai passé 30 ans sur une question pour ma thèse, mais donc ici, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses que cette question, d'abord tu l'as choisie, et ensuite, tu vas y passer 4 heures.
on en parlait tout à l'heure, la question, moi je me souviens encore de la question que j'ai traitée au bac de philo, c'est une question qu'on n'oublie pas, je pense, comme ça note non plus. Voilà pour le paradoxe. Maintenant, peut-être on n'a pas dit, Julie, peut-être comment, la question c'était peut-être aussi comment... Est-ce que c'est obligatoire finalement, oui, voilà. Ou est-ce qu'on on reformule le sujet différemment? Alors, donc c'est important, et comment il se construit? Alors, certains disent qu'il se construit, il y a une théorie qui dit qu'il se construit en disant... Comment répondrait ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune? Moi, je les appelle les bavards. C'est-à-dire ceux qui parlent pour ne rien dire, ceux qui parlent sans réfléchir, ceux qui répètent ce que les autres disent, ceux qui ne pensent pas, mais perroquettent, comme je dis toujours, c'est-à-dire, en quelque sorte, répètent ce qui se dit, hein, mais ne pensent pas. Donc, comment eux, ils répondraient? Et ensuite, justement, prendre leur contre-pied. Ça, c'est une approche possible de la problématique. Ça, c'est une technique, d'accord. Ça, c'est une technique. Alors, il y en a une deuxième, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une deuxième, c'est en quelque sorte que celle que j'avais donnée à mes élèves cette année. Tu prends la question et tu vois, tu te dis qu'elle peut être... Tu dis, on peut y répondre de cette question, de cette manière. Par exemple, on peut y répondre de manière positive. On peut y répondre de manière négative. Mais ici, donc, quel est le juste milieu sur la question posée, hein? Il faut plutôt opter pour le juste milieu. Toujours, trop dangereux d'aller soit un extrême, soit à l'autre. Oui, mais le problème, c'est que chacun a son juste milieu, justement. Ah bah alors voilà, on revient au même problème. Comment on est sûr de trouver voilà, ce paradoxe et de bien le formuler? C'est son paradoxe, c'est-à-dire en quelque sorte, en fonction des extrêmes qu'on va trouver, de ces extrêmes à soi, on va essayer de trouver la réponse la plus juste. Et c'est très difficile, hein. Prenons un sujet, par exemple, chacun a-t-il le droit au bonheur? C'est un sujet qui me travaille en ce moment. Où l'homme a-t-il droit au bonheur, hein? C'est une question qui me travaille pas mal. Eh bien, par exemple, sur ce sujet-là, certains ont envie de dire, mais de quoi il n'y a pas de droit au bonheur. Le bonheur, c'est un travail. Hein? Et puis de l'autre, on a envie de dire, bah oui, pourquoi est-ce que tout le monde n'aurait pas le droit d'être heureux, hein? Donc, entre ces deux extrêmes, essayer de trouver la vraie réponse, la juste réponse. C'est ça, peut-être une approche possible de la problématique, hein. Il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de manières de trouver la problématique. La problématique, c'est encore une fois ce qui densifie le sujet, ce qui le rend complexe. Alors Justine insiste sur la partie 3 est-elle obligatoire? Je pense qu'elle parle de la dissertation. Ouais. Donc alors, la partie 3 est-elle obligatoire ou pas? Justine, d'abord, il n'y a rien d'obligatoire. Tu fais ce que tu veux, c'est ton bac, c'est ton sujet, c'est toi qui choisis. Et maintenant, le conseil que je te donne, et à toi et à ceux qui nous écoutent, il y a, à titre personnel, moi je suis aussi juriste, et chez les juristes, c'est en 2 parties qui s'expriment. À Sciences Po, c'est en 4, je crois. En philo, c'est 3. C'est la coutume dans la tradition philosophique française. Alors, si on regarde bien le chiffre 3, il renvoie à la tripartition. Tripartir, ça veut dire apprendre justement à répartir, apprendre à donner à chaque chose sa place. Donc, je crois, à titre personnel, que je crois beaucoup aux 3 parties, parce que c'est déjà pour vous un début pour vous apprendre à faire le tri entre les choses, et il y en a souvent 3. Alors, si elle n'est pas obligatoire, finalement, elle est fortement conseillée. On peut être pénalisé si on ne fait pas cette 3e partie. Alors, j'ai déjà lu... Parce que c'est aller peut-être à la simplicité. J'ai déjà lu de bonnes copies avec 2 parties, hein. Mais on dit quand même souvent que la 3e partie est vraiment le moment de la dissertation. D'accord, alors comment on l'élabore? C'est la question, d'accord. Il y a une partie 3. Qu'est-ce que j'y raconte, nous demande Luna. Allez-y, posez vos questions pour ce Facebook Live consacré à l'épreuve de philo. Qu'est-ce que tu racontes? Alors en fait, la 3e partie, effectivement, c'est la vraie partie. C'est la partie dans laquelle... Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui cherche son chemin. Et d'ailleurs, finalement, quand on a 18 ans, c'est son chemin qu'on cherche. On cherche à s'orienter. Alors, on voit les salons de Studiarama, mais aussi... ça aide, voilà. Mais aussi, on fait un peu de philo. Et donc, s'orienter dans un maquis et dans une forêt énorme, trouver son chemin, ça suppose quoi? Ça suppose d'abord, hop, tu mets de côté les broussailles vers la gauche, ce qui te dérange. Ensuite, tu mets de côté celle qui te dérange sur la droite et tu fonces. Donc on dirait la 3e partie, c'est le moment où tu fonces, où tu as mis de côté ce qui te paraissait, je dirais, le premier problème à régler. Oui. Ensuite, dans la 2e partie, le 2e problème ou le second problème. Et enfin, dans le 3e, tu règles véritablement son sort
au sujet. Peut-être on pourrait régler son sort, j'aime oui. bien. Peut-être on pourrait peut-être essayer de prendre un exemple, si elles veulent, pourquoi pas, ou s'ils veulent. Alors ils en ont pas parce que finalement ils insistent aussi sur autre chose. Oui. Alors bon, ça c'est classique, hein, Bah oui. mais comment je valorise ma copie pour gratter un maximum de points? Alors je sais pas ce qu'on entend par valoriser la copie. S'il s'agit de la décorer, de faire une jolie copie, est-ce que ça permet de gagner des points ou qu'attendent les correcteurs? Qu'est-ce qui fait gagner des points? Alors, bon, je sais pas, je vais peut-être donner une réponse qui va paraître ringarde, mais je crois qu'il ne faut pas, considérer la note comme une fin, c'est un moyen. La note. Ce que je veux dire, c'est que la fin, c'est de chercher à faire de son mieux. La fin, c'est de chercher à communiquer, et d'abord, premièrement, à trouver son moi profond et ensuite à le transmettre à l'autre. Encore une fois, en relativisant, ils sont jeunes et ils débutent, mais c'est véritablement ça l'objectif. Hein. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Être sérieux, je sais bien que par les temps qui courent, mais enfin bon, je veux pas faire... Il ne faut pas être trop sérieux non plus, bien sûr, il faut aussi apprendre à s'amuser, mais je dirais être profond. Être dans la profondeur. Et c'est ça qu'on leur demande. Hein. Donc, chacun doit faire de son mieux pour être dans cette profondeur-là. Et ensuite, la note, elle vient ou elle vient pas. Qu'est-ce que c'est une note finalement? Une note, c'est l'avis de quelqu'un d'autre sur ce que l'on fait. Et cet autre, il peut se tromper d'abord. Hein. Il peut se tromper. Donc, il faut relativiser malgré tout la note que met le correcteur. Alors, en général, elles sont quand même justes mais il ne faut pas se stresser, s'angoisser par rapport à la note. Encore une fois, là, il reste que quelques heures. Vraiment se concentrer sur voilà, essayer de faire de son mieux. Voilà, le sujet, faire de son mieux. Je pense que là, on est quand même en face de jeunes qui sont sérieux, qui se posent des questions, qui s'inquiètent, qui ont envie de faire au mieux d'ailleurs. Oui, bien sûr, ils ont l'air assez concernés en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment ici des jeunes qui sont sérieux, donc je pense que déjà, ils ont fait l'essentiel du chemin. Donc, continuez dans cette voie-là. Par contre, une copie propre quand même, on peut le dire. Une jolie écriture, enfin moi je pense, hein, notamment je l'avais fait, non pas en philo mais en maths, puisque j'avais pas grand chose à répondre, mais j'avais fait une jolie copie. Le peu que j'avais écrit, je l'avais bien écrit, et je pense qu'il donne quelques points pour ça. C'est un conseil personnel, un petit souvenir qui me revient, mais je pense que ça joue. C'est très important. C'est un petit point ou deux, mais c'est toujours ça de prix. Non mais je vais même aller plus loin que vous. Je pense que, on en avait parlé tout à l'heure d'ailleurs, la forme est liée au fond, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui pense à écrire clairement. Moi, je conseille même d'acheter un stylo plume. Hein, ça coûte pas très cher. Bon, pour ceux qui peuvent pas, je comprends aussi, mais sinon d'écrire à la plume, malgré tout, c'est plus joli. Voilà, parce qu'on parle du joli. On est aussi dans le pays de la haute couture, etc. Donc on aime ce qui est beau, et puis ce qui est beau est important aussi. Donc, essayez non pas de faire beau, mais en tout cas de faire clair dans son écriture et de bien présenter. C'est important. Et en général, quand on pense à ça, ça veut dire qu'on pense à l'autre. Donc, on pense à la personne qui va avoir un regard sur cette copie. Voilà, et qui est important parce que c'est quand même lui qui va nous noter, alors, pour le coup. Emma, Sabrine, ils sont plusieurs, hein, j'ai pas noté tous les noms, mais ont beaucoup de questions sur l'introduction et la conclusion. Que ce soit l'introduction et la conclusion de l'explication de texte ou de la dissertation, comment on les conçoit? Est-ce que finalement c'est un peu la même technique, quel que soit l'exercice choisi, ou pas du tout? Voilà, quelle importance on met dans cette introduction et cette conclusion? Alors, et autre question, est-ce qu'on ouvre, c'est Anastasie qui la pose, est-ce qu'on ouvre dans la conclusion vers un autre sujet? Ou on boucle le sujet, ou on ouvre? Ça, c'est comme, je faisais ça, moi, j'ouvrais toujours vers autre chose, on se disait ça fait... C'est comme le truc aussi hors sujet, ouvrir. Ils parlent toujours de ça, ils disent toujours est-ce qu'il faut ouvrir? Moi, je leur dis toujours, il faut toujours être ouvert. Mais en général, donc l'ouverture, elle doit être partout. Donc vous êtes d'accord? Oui, l'ouverture doit être partout. Donc tout le temps. Non, mais il faut tout le temps être dans l'ouverture, dans un sujet de philo, parce que c'est un sujet ouvert par excellence et qui nous demande de nous ouvrir, justement. Donc il faut vraiment être tout le temps dans l'ouverture. Une ouverture raisonnée, hein, il ne s'agit pas non plus, c'est pas une séance de psy, mais véritablement une ouverture, c'est-à-dire montrer qu'on a vu le sujet dans son ampleur, dans sa totalité, parce que ça va nous apporter quelque chose, ça, quand on fait ce travail-là, vraiment. C'est un travail aussi sur soi, véritablement. Donc ensuite, comment on élabore l'introduction et la conclusion? Le conseil que je leur donne, c'est au brouillon, donc dans 7h30 à peu près de brouillon, de faire en sorte de rédiger les grandes lignes de leur introduction. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ça vaut aussi bien pour
l'explication de texte que pour la dissertation. Et ensuite, donc, laisser ça de côté, se réserver dans l'heure 45 de rédaction à peu près une vingtaine de minutes, rédiger sa copie, laisser un blanc à peu près une page, un peu plus d'une page. La conclusion quand même doit être importante, le plus possible en tout cas. Il ne s'agit pas de délayer, parler pour parler, dans le bavardage encore une fois. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dans une introduction. Oui, on sait que l'introduction et la conclusion sont quand même des éléments essentiels, primordiaux, parce que c'est comme lorsque demain vous allez vous présenter aux oraux ou dans une épreuve pour le supérieur, la première impression compte beaucoup quand même. Donc, vous rédigez justement l'introduction à la fin et ensuite la conclusion. À titre personnel, ma petite méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je propose de scander là aussi l'introduction en 4 moments. Et l'introduction, justement, Justine demande, est-ce qu'on énonce notre plan dans l'introduction? Ça me paraît pas nécessaire. Moi, je propose, parce que c'est toujours rébarbatif, puis c'est du temps perdu, moi je propose simplement d'introduire la première partie. Je vais commencer par ceci. Pour répondre à la question, je vais commencer par tout simplement, parce que sinon, en plus, bah oui, ça rallonge pour rien, alors qu'on a déjà pas mal de trucs à dire dans l'introduction. L'introduction, c'est le moment où je reformule le sujet, c'est-à-dire, je montre comment je l'ai compris. C'est important parce que quelqu'un me pose une question, je vais être amené à y répondre. Je montre comment j'ai compris la question. Ça peut permettre à l'autre éventuellement de comprendre peut-être, là j'ai eu justement un malentendu, la manière dont j'ai appréhendé le sujet. Si je l'ai vu de manière profonde, parce qu'il y a un moment très important qui est l'analyse du sujet dans l'introduction. Faire attention à chaque mot compte. Tout homme a-t-il droit au bonheur? C'est tout homme, le droit et le bonheur. Donc vraiment, c'est pas... C'est beaucoup de notions. Comment? Il y a plusieurs notions du coup. Il y a plusieurs notions et chaque mot est important. Chaque mot est important, même les virgules parfois comptent. Donc ici, bien analyser le sujet, reformuler, c'est le premier point. Deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, ce que les élèves appellent le paradoxe, qu'on pourrait appeler la problématique. Troisième point, montrer en quoi ce sujet est important. Et dernier point, je vais traiter le sujet sous cet angle dans un premier temps pour essayer de répondre à la question posée. Par exemple, ici, sur tout le monde a-t-il droit au bonheur, ou l'homme a-t-il droit au bonheur, tout homme a-t-il droit au bonheur, eh bien, quel est ce rapport qui existe entre le droit et le bonheur, par exemple? Quel rapport on peut faire entre l'un et l'autre? En principe, le bonheur, c'est plutôt un travail qu'on doit faire. Le bonheur, du coup, c'est un bon exemple pour d'autres questions. Et là, ils sont nombreux à la poser. Je n'ai pas noté tous les noms. Il y a Luna, en l'occurrence. Citation de film, actualité, est-ce qu'on peut se le permettre, que ce soit dans l'explication de texte ou plutôt quand même dans la disserte? C'est quelque chose qui se fait, c'est autorisé? Comment on l'utilise? On en met beaucoup, on n'en met pas trop? Alors, je me souviens, là, j'avais corrigé une copie récemment d'une élève, alors elle avait son frère qui était dans la cuisine. Alors, elle venait de pas, c'était sur l'excellence, un sujet sur l'excellence. Et donc, alors elle m'avait mis, je ne sais pas si elle nous écoute, je ne pense pas, mais sinon je la salue, mais elle a mis tout un truc sur la cuisine, l'excellence dans la cuisine, etc. Bon, alors ce qui fait que son exemple avait débordé, alors c'est une élève très sérieuse, mais elle avait débordé voilà, ça avait trop pris. Non, je dirais, il faut des exemples, c'est important. Que ce soit des films ou des citations? Oui. Ou des sujets d'actualité? Alors moi, je dis comme, en fait, les exemples, on les trouve dans sa vie culturelle, dans la culture qu'on a, et l'école n'est pas le seul lieu de culture, il y a des tas d'autres lieux, le cinéma, les musées... les salons, Studiorama, etc. Donc c'est valable. Oui, donc bien sûr, non, c'est important. Et puis, par contre, les films, attention, si vous citez un correcteur, le film XY que personne ne connaît, essayez quand même de citer des films, malgré tout, des classiques. Alors aujourd'hui, il y a des classiques. D'accord, de pas films, les petits films d'auteur que peut-être. En général, c'est plutôt des films du type que personne n'a vu. Enfin, des films, je sais pas, ou des séries que personne, qu'ils ont vu sur Netflix. Voilà. Donc restez quand même dans des choses connues, évidemment. Voilà. Évidemment, l'éternel temps moderne de Charlie Chaplin, comment dire, Into the Wild, voilà, et comme ça. Non, mais alors, Yousra nous dit, est-ce qu'on peut citer Naruto? Naruto, vous connaissez? Non, voilà, justement, voilà, ça c'est l'exemple du truc que je connais pas. Bon, il y a peut-être animation japonaise. Ouais, une fois je me souviens, c'était oui, non, il faut quand même. Non, Yousra, donc non, peut-être pas jusque là. C'est dommage parce que c'est là qu'on voit à nous, profs de philo, toute notre inculture.
C'est bien, voilà, je vous le noterai, vous irez voir. Mais pensez à nous, pensez qu'on n'est pas aussi cultivé que vous, donc essayez de vous mettre à notre niveau et de nous donner des références qu'on peut capter. Alors on n'est pas non plus si inculte que ça, on va quand même au cinéma, on regarde aussi la télé, donc vous pouvez, on lit des livres. On va aussi, on connaît un peu de trucs en éco, en histoire, donc vous pouvez aussi nous citer des trucs sur l'histoire. Mais vous me disiez là hors caméra quand même pas plus d'une citation ou d'une référence par partie, parce que voilà, on ne sait jamais trop combien on met, 2, 3 c'est déjà trop. Alors l'essentiel c'est l'idée, alors dans l'idéal encore une fois, une grande idée par partie et 3 sous-idées, l'idéal, hein, on peut rêver, hein, 3 sous-idées dans la partie. Et ensuite, à l'intérieur de ces idées, une référence par partie. Pas la peine de se stresser, il n'y a pas de référence obligatoire. Hein. On choisit la référence qui nous parle. On choisit les références qui va nous aider à parler. Et alors surtout, un autre truc à éviter. Alors là, oui, allez-y, c'est important. Le truc, comme a dit Platon, tout homme est mortel. Je veux dire, bon, alors, le truc qu'il va inventer. Alors ça ne faut quand même pas prendre non plus les profs de philo pour les imbéciles. Il faut au moins faire une citation, mais qu'elle soit correcte. Bon, faut pas l'inventer, soyez gentil. Ça complètement à l'eau, voire ça énerve le correcteur. Bah ouais, alors limite, mieux vaut pas du tout de référence que si on n'est pas sûr. Ouais, non, mieux vaut pas de référence que de référence inventée. Là, il n'y a rien de pire que ça. C'est très agaçant. Il faut quand même... c'est aussi gagner la confiance de l'autre, ça. Et là, on la perd quand même quand on fait ça. Bon, alors, il faut relativiser. On est quand même décidé d'être bienveillant. Mais malgré tout, non, faites pas ça. Alors, donc, une référence par partie. Une référence, c'est donc un texte que j'ai bien compris, que j'ai travaillé, qui me parle, que j'ai envie d'exposer. Moi, je me souviendrai toujours... J'ai 2 minutes, là ? Non, pas plus, hein, parce qu'il ne faut pas que je te... Non, mais un peu moins, parce qu'il y a plein de questions en fait. Non mais juste, allez-y, continuez, non mais c'est je dirais le truc comment dire, il faut pas chercher à essayer encore une fois d'inventer, etc. Et donc ça c'est important, voilà. J'ai perdu le truc que je voulais vous dire, c'est pas grave. Non, c'est à propos des citations et qu'il fallait pas trop en faire et que... J'ai oublié, c'est pas grave. Alors donc ensuite, c'est pas grave. Alors ensuite donc, l'autre truc c'est effectivement un exemple, dans l'idéal, par partie. Pas plus, voilà. Et puis basta. Le reste c'est vous, vos idées, vos argumentations, c'est ça qui est important. Justement, ça rejoint un petit peu ça. Sabrine nous dit, nos arguments doivent-ils être tirés du cours ? Ça aussi, on en discutait. C'est-à-dire, est-ce que finalement, et ça rejoint une autre question que j'ai notée au début, dans la dissertation, est-ce que finalement c'est une espèce de récitation des notions pour montrer qu'on les a comprises, ou non plutôt, voilà, une vraie réflexion poussée? Parce que là, c'est ce qu'elle dit finalement. Est-ce que tout doit être tiré du cours, ou on s'appuie là-dessus pour développer... Voilà, on voit toute l'intelligence de nos jeunes et c'est rassurant. Finalement, il y a un problème dans le cours de philo. Comme il y a un problème dans la disserte, il y a un problème. Le problème, il est quel ? Il est celui que je dirais que les élèves ressentent, ou les étudiants d'ailleurs aussi, ressentent lorsqu'ils nous écoutent. Ils disent, attendez, monsieur, je ne comprends pas. C'est ça un problème. J'utilise toujours, moi, vous savez, je leur dis, il faut turamiser. Un élève, il était très content, il me dit, je leur dis toujours, il faut turamiser. Vous savez, Thuram, là, justement, c'est la Coupe du Monde, là, 98. Ah oui, on est en plein dedans, là. Alors, justement, il y a un moment, il y a un passage super, alors je le refais passer à mes élèves, toujours ça les amuse. Vous savez, Thuram, là, je pense que c'est la demi-finale ou la finale. Non, c'est la demi-finale. Quand il va marquer 2 ou 3 buts. Et alors, à un moment, il marque le premier but, pas de problème. Puis, le deuxième but, alors il s'assoit comme ça, il fait comme ça. C'est moi là, d'ailleurs on l'appelle le philosophe paraît-il Thuram. Et donc c'est ça, je veux dire, c'est-à-dire que problématiser c'est ça, c'est turamiser, moi je dis toujours, hein. J'espère que Thuram me pardonnera. Une belle image. Oui, donc tu te mets comme ça, tu dis attends, c'est ce que dit Aristote entre eux, il dit commencer à philosopher c'est s'étonner. Donc tu t'étonnes et tu te dis effectivement, attends je ne comprends pas, comme Thuram, je ne comprends pas. Depuis toute l'année, ce cher prof de philo m'a dit qu'il fallait que je m'exprime. Ok, super, génial, la philo, je vais m'exprimer, etc. Puis après, il me dit, non mais attends, il faut que tu mettes une référence par partie. Alors moi, monsieur, je ne comprends plus rien. Il faudrait que tu me dises, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que je répète ce que dit Kant, Platon, Aristote, Thuram. Non, pas Thuram, il ne faut pas le citer. Mais donc, je veux dire, non, justement, non, encore une fois, il ne faut pas que tu répètes ce que pensent ces grands auteurs. Pourquoi on utilise des grands auteurs? Je viens de le dire tout à l'heure. Aristote, dans la métaphysique, elle dit on commence à philosopher lorsqu'on commence à s'étonner. Bon, s'étonner, commencer à t'étonner.
L'imbécile de service ne s'étonne de rien, tout lui paraît évident. Justement, Thuram, c'était un type super, c'est un type super, je pense, parce que lui, à un moment, il se dit, je suis arrière, et puis c'est lui d'ailleurs qui va amener la France à la Coupe du Monde. Et à mon avis, je suis certain d'ailleurs, avec sa force, avec son énergie, avec son talent, et ben, c'est quelque part, toi, c'est pareil. Je veux dire, à un moment, tu arrives et puis tu te dis, voilà, on me pose une question, qu'est-ce que c'est que cette question, etc. Et les auteurs, justement, sont des gens qui sont toujours dans cette approche-là. Et ce sont des gens, eux, comme on en parlait tout à l'heure, qui étaient dans une époque, à un moment donné, et cette époque, eh bien, il y avait des problèmes à régler, eh bien, ils n'ont pas fait comme tout le monde, ils n'ont pas répété telle ou telle fake news ou tel préjugé, ils se sont posés, ils ont fait comme Thuram, ils se sont dit, bah, tiens, bah, c'est étonnant tout ça, ils se sont mis à penser, et ben, ils nous aident. Donc on s'appuie sur leurs pensées, mais on crée sa propre réflexion. Comme le disait un de mes brillants collègues dernièrement, un de mes collègues de Dauphine, avec qui on parlait avec nos étudiants, on leur disait finalement, voilà, on citait cette parabole, voilà, ce sont des géants et on avance sur leurs ailes. Voilà. Donc leurs ailes nous permettent d'avancer plus loin, plus profondément et plus loin et plus haut. Et c'est ça. Mais ils ne sont pas là pour nous empêcher justement de voler. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait si aucun des 3 sujets ne nous inspire ? Bah, il faut se poser des questions, il faut turamiser là justement. C'est-à-dire, il faut dire mince. Par élimination c'est-à-dire que quelque part on est face à quelqu'un qui quand même s'intéresse. Non. Non, mais je suis d'accord, ça peut arriver. C'est-à-dire oui, ça peut arriver. Oui. On se dit, non, mais aucun des 3 m'intéresse finalement. Comment on fait ? Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous conseillerez ? Bah, on prend le moins payant, on va dire. On prend celui, vous disiez là tout à l'heure, on fait un brouillon, on voit les idées qu'on arrive à émettre sur chaque sujet et on se dit, bon, bah, c'est celui-ci visiblement sur lequel j'ai le plus de réflexion et de... Voilà, parce que oui, c'est ça, parce que c'est une question intéressante, parce que, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est comme les êtres humains. J'arrive dans un endroit, puis finalement, moi, ils n'ont pas l'air très intéressants. Bah oui, mais va d'abord les rencontrer. Il faut tester un petit peu plus. Bah oui, va les voir, va parler avec eux, va essayer de voir ce qu'ils ont à dire. Alors bon, il y a des gens avec dont tu seras plus proche. Et il faut aller vers l'autre aussi, va essayer de le rencontrer. Donc, sans illusion non plus. Hein. S'appelait à Khalil. Il dit que c'est une bonne idée, c'est ce que vous dites. Merci. Comment il s'appelle, Khalil ? Khalil. Ah, je croyais Khalil. Alors, c'est beau aussi. Autre question qu'on m'a reposée plusieurs fois. Pour la rédaction, serait-il possible d'introduire un corpus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je vous le demande en tant que professeur. C'est gentil, un corpus. Je ne sais pas, cette question revient, introduire un corpus, j'imagine que c'est pareil, on me demandait de présenter l'auteur. Est-ce que présenter l'auteur dans l'explication de texte est obligatoire ? Alors, ce qu'il faut faire, qui est très important dans la dissertation, ça je leur dis toujours, c'est pas un auteur qu'il faut citer. Vous avez dit toujours, ah monsieur, j'ai cité un auteur... Non, mais c'est pas un auteur, parce que je vais t'expliquer une chose. Julie, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, prenons par exemple un auteur qui m'est cher, Aristote. Il n'y a pas un Aristote, il y en a plusieurs, encore une fois, comme il y a plusieurs Jean-Jacques Sarfati, il y a plusieurs Julie et il y a plusieurs Khalil. En réalité. Donc les auteurs, ils sont comme nous, ils sont pluriels. Ils ont Aristote, il a pensé ça à un moment, puis il a pensé ça à un autre moment de sa vie, etc. La caractéristique des grands auteurs, c'est qu'à chaque fois, ils ont repris leurs premières pensées et ils les ont approfondies ensuite. Hein. Il y a un auteur qui porte le même prénom que moi, Jean-Jacques Rousseau, c'est quelqu'un justement qui a véritablement à chaque fois avancé dans sa pensée et qui nous a d'ailleurs légué toutes ces avancées et d'ailleurs on est héritiers de cette pensée. Mais bon, je ferme mes parenthèses. Et donc par rapport à ça, eh bien, l'élève doit essayer d'être dans cette approche-là, en quelque sorte. Hein. Il doit être dans cet approfondissement progressif. Mais la question, je crois qu'on l'a oublié. Mais justement, est-ce que par exemple, on tombe sur un texte d'Aristote, est-ce qu'on refait une présentation même succincte de l'auteur ? Exactement. Alors voilà, je voulais juste revenir sur, effectivement, donc il ne faut pas dire comme dit Aristote, ou comme dit Kant, ou comme dit Platon. Il faut, si possible, essayer de citer un texte, un extrait de texte. C'est ça. Toute l'année, on ne leur demande pas de connaître des textes en profondeur. Il faut quand même rappeler qu'ils ont été initiés à la philosophie. C'est une initiation en terminale. Dans l'idéal, on espère qu'ils continueront plus tard, mais malheureusement, c'est rarement le cas. On peut se poser des questions d'ailleurs sur nous-mêmes, se demander pourquoi c'est si peu le cas. Mais ça, c'est une autre question, peut-être un jour on en parlera. Mais
est-ce que du coup on n'est pas là pour faire la biographie de l'auteur? Non, surtout pas. On n'est pas là pour faire la biographie de l'auteur. Ça c'est quand on ne sait pas trop quoi dire et qu'on connaît juste un peu l'auteur. Et merci de cette question, Julie. Il y a même écrit. Il est même écrit dans l'épreuve, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est écrit à chaque fois. Oui, on l'écrit à chaque fois, justement pour le rappeler, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune chance de tomber sur un auteur ni sur un texte qu'ils ont étudié cette année. Parce que justement, ce qu'on veut, c'est précisément provoquer leur étonnement, les faire turamiser. Donc ici, justement, qui se posent pendant 4 heures, et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Je me souviens, une fois, j'avais donné justement un texte difficile à un élève qui avait des difficultés. Et à un moment, il me dit, mais justement, cet élève, c'était à la fin de cette année-là d'ailleurs, il me dit, monsieur, mais qu'est-ce qu'il raconte hein, pourquoi il dit ça? Je dis, ah bravo, super, là tu commences à faire de la philo. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire. T'es bien parti. Voilà. Et tu dois trouver ces gens-là, ces auteurs-là, ce sont des gens qui te bouleversent, qui te remettent en cause tes croyances premières, tes préjugés. C'est ça que tu dois découvrir. Si à un moment, tu te dis, mais naturellement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est n'importe quoi. Là, à ce moment-là, là, tu commences à être dans la philo. Là, tu commences à être dans la compréhension de l'auteur. Il doit t'étonner. Et là, depuis tout à l'heure, on parle notamment de citations, de s'appuyer sur des références. Chloé demande, est-ce qu'on peut réussir sans connaissance? J'imagine ça veut dire pas sans avoir révisé, mais sans en effet connaître forcément bien les textes, les auteurs. Est-ce qu'on peut réussir sans connaissance? Ça paraît difficile. J'ai un de mes amis très cher qui fait toujours la différence justement entre connaissance et savoir. L'essentiel, c'est... Où ça se trouve, évidemment, c'est dans le savoir, hein, pas dans la connaissance. Hein. Donc, l'essentiel, c'est de savoir, pas de connaître. C'est vrai qu'on est dans un système peut-être qui peut laisser planer des doutes sur le sujet. On ne veut pas faire de vous des têtes bien pleines, on veut faire de vous des têtes bien faites. C'est l'objectif de l'éducation nationale et du supérieur. Donc, il ne faut pas avoir nécessairement des connaissances pour bien faire. Il y a des tas de gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, mais qui savent beaucoup de choses. Par contre, puisqu'on est à l'école, et que l'école est un lieu formaté, malgré tout, je veux dire normé, plus exactement, voilà, qui est donc un espace de préparation à une vie avec ses règles, il vaut mieux quand même se préparer à cette épreuve et s'entraîner, et donc en connaître un minimum les réquisites. Ensuite, il vaut mieux avoir été curieux toute l'année, voire toute sa scolarité, oui. Voire au-delà. Voilà. Pourquoi Parce qu'une culture générale personnelle et justement le fait d'avoir été curieux dans sa scolarité peut permettre de mener une réflexion tout à fait intéressante dans une dissertation de philo. Voilà, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est ouvert, qui a été ouvert, un jeune qui a été ouvert, c'est quelqu'un qui va forcément lui-même s'ouvrir plus spontanément au sujet. Maintenant, le moment de la rencontre avec l'enseignant est important. À titre personnel, on se dit toujours, est-ce que j'ai loupé cet élève? Est-ce que j'ai permis la rencontre avec lui? C'est toujours une question qu'on se pose, hein. C'est notre problème à nous. On ne fait pas toujours, il ne faut pas oublier non plus qu'on a parfois des classes de 36 élèves, donc on ne les rencontre pas tous. Hein. Mais bon, ce moment de la rencontre est important. C'est pour ça que d'ailleurs que je dis à tous ceux qui m'écoutent et qui auront à rencontrer d'autres professeurs les années suivantes dans le supérieur. N'hésitez pas à aller leur poser des questions à la fin du cours si vous êtes timide. Ils sont là pour ça en tout cas. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est pour ça qu'on ne remplacera jamais, même s'il y a d'autres possibilités de faire cours d'autres manières pour demain. Mais malgré tout, on ne remplacera jamais la relation humaine. Hein. Alors là, tu évoquais un sujet que j'aime beaucoup, Alban. Donc merci Alban, tout à l'heure il a envoyé un cœur. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pour Monsieur Sarfati, mais merci, c'est gentil. Non, je pense qu'il aime beaucoup la discussion. Ouais. Alban dit le mieux c'est de prendre l'étude de texte et de chercher à comprendre ce que l'auteur a cherché à transmettre au lecteur ou quelle thèse il a souhaité critiquer ou défendre dans son texte. Le mieux c'est de prendre l'étude de texte, je ne suis pas sûre. Vous aviez un avis là-dessus?
Alors, moi, mon avis, par exemple, c'est que l'explication de texte, finalement, c'est l'exercice le plus difficile, selon moi. Vous en pensez quoi en tant que professeur qui avait l'habitude? Je pense comme vous, Julie, vous voyez, comme quoi, c'est-à-dire que c'est effectivement l'épreuve... Toujours dangereux, l'explication de texte. C'est la plus difficile, hein. C'est vraiment l'épreuve la plus difficile, donc il faut vraiment vous le dire. C'est pas... Alors, difficile ne veut pas dire impossible, hein. Il faut quand même bien avoir la nuance entre les deux mots. C'est difficile, c'est la plus difficile. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, dans ce souci de bienveillance, que mes collègues qui choisissent les sujets et qui pensent l'exercice ont, dans ce souci de bienveillance, il y a 2 dissertations, et non pas une, et une explication de texte. C'est-à-dire qu'on vous laisse plus de choix de disserter que d'expliquer. Donc, contrairement à ce que tu penses, Alban, et beaucoup d'autres, Julie, moi je partage votre idée, votre point de vue. Non, c'est la plus difficile. Alors maintenant, c'est pas impossible. Encore une fois, si on se sent plus. Voilà, si au moment du choix, des 20-30 minutes du choix, on se dit non, ce texte, je le sens, c'est ça, je me sens en accord avec cet auteur, avec ce texte, avec ce qui est dit. Alors là, oui, vas-y, fonce. Oui, je pense que c'est un bon conseil. Voilà, Descartes parlait de l'intuition. C'est important. Comme étant véritablement le cœur de tout savoir. Et en ce moment-là, écoute j'allais dire ton cœur, mais non, écoute ton intuition. Est-ce que du coup, vous pensez que les professeurs notent mieux les élèves qui choisissent l'explication de texte, puisque les professeurs, eux aussi, doivent se dire, c'est quand même le truc où on est souvent hors sujet, on fait de la paraphrase. Est-ce qu'ils notent un peu mieux? Est-ce qu'ils sont plus sympas? Alors, c'est une bonne remarque. C'est vrai que, je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues, mais j'assiste souvent à des réunions, ce qu'on appelle d'harmonisation, c'est-à-dire avec plusieurs collègues et on lit des copies. Bon. Et là, je vais parler en mon nom personnel, hein. Évidemment, pas au nom de tous les professeurs de philosophie de France et de Navarre. À titre personnel, je crois que dans notre inconscient, nous avons tendance à considérer plutôt, mais c'est vraiment de manière inconsciente, mais en même temps... que celui qui choisit l'explication de texte, justement, c'est celui qui se dit, qui a peur, qui se défile, et qui se dit, je vais prendre l'explication de texte parce que c'est facile. Donc, inconsciemment, on n'a pas tellement envie plutôt de le... Oh là là. Non, mais... C'est tordu, hein, finalement. Il n'y a pas de stratégie, quoi. Non, il n'y a pas de stratégie. Et en tout cas, je dirais inconsciemment, on a envie de se dire, non, quoi, on n'a pas envie d'être nécessairement plus généreux. Et au contraire, on se dit, il a choisi le texte, c'est l'épreuve la plus difficile. Alors vas-y, quoi, montre-nous ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu peux nous envoyer, quoi. Voilà, c'est plus ça. Maintenant, encore une fois, je pense qu'on essaie quand même notre métier, ça reste quand même un métier, hein. Et notre métier, c'est quand même d'essayer justement de lutter le plus possible sur notre inconscient et d'être le plus juste possible avec nos copies. Si je peux dire quelque chose, je fais de temps en temps une expérience avec mes élèves, je l'ai faite encore récemment. Je fais passer un élève. Je demande à ses camarades de le noter. Je me dis, mettez la note... Il fait un oral. Il fait un oral. Une explication de texte, une petite disserte, etc. Je leur dis, mettez la note. Quelle note vous lui mettez? Ils ferment, là, on met les notes, vous savez, et moi je mets la note. Je vous assure, hein, franchement. C'est toujours vous qui notez le mieux? Non, pas du tout. Dans presque tout le temps, une grosse majorité note exactement comme moi. Ah. Voilà. Donc, au fond, alors vous allez me dire, à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on ne fait pas corriger les copies de philo par d'autres élèves? Par d'autres élèves. Alors, ça pourrait se faire. Le problème, d'abord, c'est qu'il faut en corriger beaucoup. C'est pas d'en corriger qu'une seule. Ça, c'est quand même la difficulté. Une copie, voilà. Et ensuite, d'autre part, malgré tout, nous, on cherche à un point près. Malgré tout, c'est là notre travail souvent. Hein. C'est pas tellement de savoir si on est face. Ça, c'est assez facile. Savoir si on est face à une mauvaise copie, mauvais, avec beaucoup de guillemets. Oui. Il y a une copie qui a échoué, face à une copie un peu moyenne, ou face à une copie bonne, face à une copie excellente. Ça, on voit très vite. Par contre, après, dans les nuances, là, c'est plus difficile. Évidemment. Et c'est là qu'intervient le métier. Hein? On va prendre une dernière question. Alban nous remercie, mais merci à toi, Alban, et bonne chance. Zeynep parle des grandes parties dans la dissertation. Est-ce qu'on peut faire des grandes parties et est-ce qu'on fait aussi des sous-parties? C'est difficile à voir dans une dissertation, non? Il faut pas dans la dissertation, mais ça, je pense que leur professeur a dû leur dire, hein, dans la logique française, il faut pas mettre de titre dans les parties. Hein, il faut introduire chaque partie. Hein. Encore une fois, il faut faire en sorte que chaque partie corresponde à une mini-dissertation. Une petite introduction, exemple.
dans cette partie, je vais traiter, dans cette première partie, je vais traiter de cette question. Hein. Cette question me paraît importante pour telle ou telle raison. Voilà, comme ça. Ensuite, conclure. Donc, en conclusion, nous avons vu, alors on développe effectivement, oui, dans l'idéal, 3 sous-parties. Alors nous avons vu donc, à partir de cette question, que ce qu'on appelle la transition, mais qui aurait été la conclusion de la partie. Nous avons vu dans cette question que, il y avait ceci, il y avait cela. Donc maintenant, il se pose une nouvelle question. C'est là que vient la deuxième partie. Voilà, donc, on ne peut pas trop parler de sous-parties, des parties déjà. Il y a déjà 3 grandes parties. Il y a 3 parties. Alors dans l'idéal, oui, 3 sous-parties. Bon, je ne vous cache pas que c'est ça l'idéal. À titre personnel, quand je fais des corrigés, je ne parviens pas toujours à le faire. C'est pas ça l'objectif à partir de ce moment-là. L'objectif, c'est une fois qu'on a choisi sa partie, qu'on va la construire, c'est vraiment de faire passer le message à celui qui nous lit, d'être clair, d'être le plus concis possible, de développer le plus possible, d'argumenter le plus possible. Je m'étais amusé un jour, d'ailleurs, peut-être je vous les amènerai peut-être lundi si vous voulez, mais j'ai fait une liste pour mes élèves des principaux prérequis qui sont exigés pour une bonne copie de philo. Ça c'est intéressant. Ouais, alors écoutez, là je les ai plus de mémoire, mais il y avait donc développer, être précis, donc bien construire sa copie, problématiser donc pour l'introduction, faire une bonne introduction, donc ne pas oublier au moins une référence par partie, conclure. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Justement l'orthographe. Tout ce qu'on a évoqué déjà. Voilà, l'orthographe, oui. L'orthographe qui est quand même un élément important. Là, oui. La syntaxe qui est quand même. On n'est pas prof de français, hein, attention, il faut quand même m'oublier. Oui, mais il faut écrire français. Il faut écrire français, voilà. C'est une épreuve qui, c'est pas par hasard aussi que on prend la place des professeurs de français. Mais on n'est pas prof de français, ça c'est aussi important parce que, je le dis parce que d'abord, premièrement, il y a beaucoup de philosophes qui écrivent très mal, souvent. Donc ils écrivent pas aussi bien que Flaubert. Mais ils sont connus désormais, alors ça passe mieux. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, non, mais leur objectif c'est pas de bien écrire. Leur objectif c'est de se faire comprendre et d'être clair. C'est pas la même chose que de bien écrire. Bien écrire, c'est avoir de belles formules, c'est autre chose. Par contre, ils sont extrêmement clairs. Hein. Nuance. Ils nous paraissent obscurs. Mais encore une fois, je reprends la métaphore de la noix. En réalité, c'est parce que pour celui qui est habitué, il y a d'ailleurs, les élèves connaissent cette métaphore de l'allégorie de la caverne. Hein. Celui qui est habitué à l'obscurité, quand il arrive au grand jour, il est ébloui. En réalité, on est face à des œuvres qui sont profondément éclairées. Et poum, ils nous paraissent confuses. Mais non, en réalité, ils sont super clairs. On n'est plus habitué à cette clarté. Hein. Donc, au contraire, ils sont d'une grande clarté, mais ils n'écrivent pas toujours très bien. C'est-à-dire que, voilà, il paraît que Bertrand Russell faisait beaucoup de coquilles dans ses copies, dans ses textes, etc. Voilà, c'est pas ça leur truc, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est le fond. Voilà, c'est quand même, d'ailleurs, c'est connu. Il y a cette fable du philosophe qui, on dit souvent que les philosophes sont un peu dans la lune, etc. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Hein. Mais c'est comme les artistes. Je parlais tout à l'heure avec un artiste. Voilà, on est bien obligé un peu de nous mettre en retrait pour pouvoir justement penser. Il y a l'idée dans l'idée de recul, il y a l'idée de retrait. Hein. Mais par contre, je me bats pour que la philosophie sorte de sa tanière, malgré tout. Voilà. Ça, c'est un autre sujet qui intéresse peu nos jeunes. Mais... Bon, en tout cas, on a quasiment répondu à toutes vos questions. Il en reste peut-être quelques-unes, je suis désolée. On va clore ici ce Facebook Live ce soir. Merci, Monsieur Sarfati, merci beaucoup. Sachez que justement, c'est Monsieur Sarfati qui corrigera une majorité des sujets de philo lundi, hein, puisque sur Studirama, on vous les proposera quasiment en temps réel à la sortie de l'épreuve. Donc venez les consulter. Et puis d'ici là, surtout, bonne chance, bon courage, et ça va bien se passer. Ouais, absolument. Merci encore et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.